C'est l'instant passion. Petit chef, on va pas s'en sortir. Ouais, on aurait bien besoin de renfort. Ouais, c'est sûr, mais qui? Je crois que pour s'en sortir, on va avoir besoin de Niquer. Ah, c'est vrai que ça réglerait pas mal de problèmes. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit qu'on aurait bien besoin de Niquer. C'est pas le moment pour penser à ça. Qu'est-ce que tu fous là? Tu connais pas Niquer, Goddess of Victory? Suite à l'invasion soudaine d'une menace appelée Rapture, l'humanité est en ruine. D'innombrables humains ont été traqués et massacrés sans pitié. Aucune technologie moderne de l'humanité n'avait la moindre chance contre cette invasion colossale. Suite à sa cuisante défaite face à l'envahisseur, l'espèce humaine n'a eu d'autre choix pour survivre que de se réfugier profondément sous terre. Des décennies plus tard, un groupe de jeunes filles s'éveille dans l'Arche, la nouvelle demeure des survivants. Elles sont le résultat des connaissances technologiques collectives de tous les humains restants. Elles portent le nom de code Niquer, en hommage à la déesse grecque de la victoire. Nées du désespoir de l'humanité, les filles se dirigent vers la surface du monde, portant les espoirs et les rêves de la race humaine sur leurs épaules. Niquer, Goddess of Victory est un jeu de tir RPG de science-fiction immersif dans lequel vous recrutez et commandez diverses jeunes filles pour former une équipe de waifus spécialisée dans le maniement d'armes à feu et autres armes de destruction futuristes uniques. Commandez et collectionnez des personnages aux capacités uniques pour créer votre équipe ultime afin de sauver l'humanité dans des combats dynamiques et accessibles grâce à des commandes intuitives. Découvrez un monde futuriste post-apocalyptique captivant grâce à différentes phases de jeu, des combats intenses en temps réel avec un point de vue immersif, de la gestion de base et de l'exploration, le tout servi avec des graphismes et des animations 2D de toute beauté. Niquer, Goddess of Victory, c'est des flingues, des robots géants et surtout des waifus, tout ce qui nous passionne. Ouais. Le jeu est disponible sur Android et iOS. Téléchargez le jeu dès maintenant en utilisant le lien dans la description pour obtenir des récompenses de lancement. Vous pouvez obtenir jusqu'à 110 tirages gratuits, 2 personnages SSR et 1 personnage SR. Et n'oubliez pas que la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations les gens, avant de commencer cette vidéo, un petit instant auto-promo. Le 20 octobre est sorti le livre Manga Story, écrit par moi-même. Analyse des différents codes du shonen neketsuesque, que ce soit les archétypes, la mythologie, les concepts, les thèmes. Analyse littéraire de forte qualité, analyse de planches, livre illustré avec plein d'extraits de manga. Franchement, c'est de qualité qualitative. Si t'aimes les masterclass des One Pieceology, des menus manga, et ben là t'as encore plus de qualité mais en format livre. Ça fait super intelligent. Ouais, je suis un écrivain maintenant, je suis un penseur moi monsieur. Oui, le lien est dans la description et disponible dans toutes les librairies. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée à la relecture et la redécouverte du manga Naruto, arc par arc. Wow, comment ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode? Tout le monde croyait que t'avais lâché l'affaire en fait. Comment ça se fait que t'as pas fait d'épisode depuis aussi longtemps? Tu sais quoi petit chef? J'ai pas envie de te mentir. T'avais la flemme en fait. La flemme de ouf. Bref, après s'être intéressé assez longuement à l'arc cultissimement culte de l'examen Chunin, il est temps de s'intéresser à l'arc suivant, sobrement intitulé « La recherche de Tsunade ». D'ailleurs, si vous avez raté les anciens épisodes, ils sont disponibles dans une playlist que je vous mets en fiche quelque part par ici. Ouais. Et avant de commencer, un petit résumé que je n'ai pas trouvé sur internet parce que j'ai franchement rien trouvé, donc j'ai dû le faire moi-même, à ma sauce. Oui. Après la tentative d'invasion de Konoha par le village caché du son et de Suna orchestré par Orochimaru, le village pense ses plaies au calme, mais se retrouve quand même en position de faiblesse et est donc vulnérable, et ce en grande partie parce qu'Hokage le troisième a rendu l'âme. Le conseil des sages se réunit pour nommer un nouvel Hokage et propose le poste à Jiraiya, l'un des 3 Sannin, les ninjas légendaires de Konoha. Ce dernier refuse et propose de nommer à sa place sa consoeur Tsunade, plus grande shinobi médecin du monde et petite fille du premier Hokage. Les sages acceptent et Jiraiya part en quête de Tsunade qui se trouve quelque part dans le pays du feu, et il décide d'emmener Naruto avec lui pour cette mission. Parallèlement à ça, le village reçoit la visite de 2 ninjas étrangers qui se font rapidement repérer par Kakashi et ses potes. Il s'agit d'Itachi Uchiwa et de son acolyte Kisame. 2 ninjas renégats devenus membres d'une organisation nommée Akatsuki, qui se trouve être venus à Konoha pour kidnapper Naruto.
Itachi met une branlée à tout le monde et fait subir un Tsukuyomi à Kakashi, puis il part avec Kisame à la poursuite de Naruto et Jiraiya. Ils finissent par leur tomber dessus, mais Sasuke s'interpose, tenant enfin l'occasion d'accomplir sa vengeance. Évidemment, Itachi lui fout une branlée, lui fait comprendre qu'il est toujours beaucoup trop faible, car pas assez habité par la haine, et lui fait faire un petit tour de Tsukuyomi à lui aussi. C'est là que Jiraiya débarque pour calmer tout le monde, forçant Itachi et Kisame à battre en retraite. Kakashi et Sasuke étant dans le mal, retrouver Tsunade devient d'autant plus capital car elle seule est susceptible de pouvoir les guérir. On retrouve d'ailleurs Tsunade qui se fait passer grâce à ses techniques ninja pour une femme de 25 ans alors qu'elle en a en réalité 50, et c'est devenu une espèce de clocharde, accro au jeu d'argent et une semi-alcoolo. Elle croise le chemin d'Orochimaru qui en chie sa mère depuis son combat avec le 3ème Hokage qui lui a bouillaf ses 2 bras. Il demande à Tsunade de le guérir et en échange il promet de ressusciter son petit frère et son petit copain, tout demeure à la guerre il y a longtemps. En parallèle à tout ce bordel, Naruto essaye de maîtriser le Rasengan. Résumé très sommaire, mais ça fait le café. J'avoue. On va bien évidemment commencer cette vidéo par parler de la partie qui sert de prologue à cet arc. Je parle bien évidemment de la première apparition d'Itachi et de Kisame. Ouais, je sais, on dit Itachi. Moi je dis Itachi. Je dis ce que je veux. Oui. Partie 1, Itachi Uchiwa. J'ai la chance de faire partie de la génération qui a suivi Naruto en direct au moment de sa parution. Et j'aime autant te dire que la première apparition d'Itachi Uchiwa c'était quelque chose. Or on savait que le personnage était quelque part, parce qu'il avait déjà été évoqué 1 ou 2 fois avant sa première apparition, mais la première fois qu'on l'a vu, on s'y attendait tellement pas. C'était incroyable, nous n'étions pas prêts. Le charisme était trop puissant, on nous dit directement qu'il est plus fort que Kakashi et on a même Orochimaru qui est censé être l'ultime méchant trop fort de chez Balèze à ce moment du manga, qui dit texto « Je n'ai aucune chance contre lui ». Je me souviens de l'effervescence de cette époque, c'était beau, c'était grand. L'apparition d'Itachi, c'était une fenêtre entrouverte sur le passé de Sasuke certes, mais aussi sur le passé sombre et tortueux du village de Konoha, dont Orochimaru en est aussi un des stigmates. Et son combat quasi unilatéral contre les Jonin de Konoha nous montre à quel point le village est en réalité bien plus vulnérable qu'il n'y paraît, et nous fait comprendre qu'Orochimaru était loin d'être la menace la plus dangereuse qui leur pend au nez. C'est aussi, comme on l'a évoqué, l'occasion pour Kishimoto de remettre les motivations de Sasuke en avant. L'apparition d'Itachi va nous faire voir Sasuke comme jamais auparavant. Lui, d'un naturel stoïque et sûr de lui, va devenir impulsif et irrationnel. Alors nous avions déjà eu l'occasion de voir un Sasuke en détresse durant son combat contre Orochimaru dans la forêt de la mort. Mais là, nous sommes dans un autre registre. À cette époque, Sasuke était dépassé par la peur. Ici, il est submergé par la colère et le chagrin. La première confrontation des 2 frères depuis le massacre du clan Uchiwa fait partie des moments cultes de Naruto, qui ont marqué l'esprit des fans. Un Sasuke hystérique complètement débordé par ses émotions qui se fait laminer, humilié par un Itachi impassible, froid et cruel qui lui balancera cette fameuse réplique qui changera Sasuke à jamais. Sasuke est détruit psychologiquement et émotionnellement, il se demande ce qu'il a foutu toutes ces années. Lui qui avait tellement confiance en ses capacités se rend compte que ses progrès sont en réalité dérisoires. En plus, son frère n'est même pas revenu pour lui, mais pour Naruto. Comme s'il n'était qu'à ses yeux que quantité négligeable. Il ne semble même pas occuper l'esprit de son frère, autant qu'Itachi a hanté le sien. Et nous assistons aussi pour la première fois au flashback de la fameuse nuit où Itachi a massacré le clan Uchiwa, qui nous permet de mieux cerner le traumatisme de Sasuke. Là pareil, à l'époque, ce flashback était incroyable. Bon, malheureusement, on nous l'a ressorti tellement de fois, que ce soit dans le manga et encore plus dans l'animé, que ce passage a fini par me sortir des trous de nez. Mais la première fois qu'on l'a vu, bigre! Et bim, Tsukuyomi dans la face de Sasuke, il revit le meurtre de ses parents durant 24 heures en boucle. Et c'est là, avec le recul, que je me pose la question si Kishimoto avait-il déjà prévu le plot twist autour d'Itachi à l'époque. Parce que là, il fait quand même bien des efforts pour le faire passer pour un véritable enculé. Là, pour le coup, il y va pas de main morte. Oui. C'est la rencontre qui va fondamentalement changer le personnage de Sasuke et marquer son opposition à Naruto. Naruto est animé par un but altruiste. Il veut devenir Hokage parce qu'il veut que tout le monde le reconnaisse à sa juste valeur, certes, mais il sait que pour devenir Hokage, il faut avant tout vouloir le bien du village et des gens qu'il compose. Sasuke est habité par un désir égoïste, et sans doute le plus égoïste de tous, la vengeance. C'est pour ça que Sasuke a pu être corrompu et pas Naruto.
Même niveau dessin, Kishimoto a sorti une masterclass sur ces scènes, la pleine page du Chidori de Sasuke, pour ne prendre que cet exemple, est tout bonnement excellente. On ressent la tension, l'émotion, la rage, tout. Quelle époque, bordel! Partie 2, l'entraînement de Naruto. Cet arc est aussi en grande partie un arc d'entraînement, et l'arc d'entraînement c'est un cliché ou un code, appelle ça comme tu veux, récurrent dans tout bon shonen neketsuesque de bonne aloi, et Kishimoto nous fait encore une fois ici preuve de sa maîtrise du genre. Je consacre d'ailleurs tout un chapitre à l'entraînement dans les shonen neketsuesques dans ce livre Manga Story disponible depuis le 20 octobre. Oui. Nous assistons à l'apparition d'une des techniques les plus puissantes et stylées de l'univers Naruto, le Rasengan, l'orbe tourbillonnante, qui permet d'ailleurs à Kishimoto de cocher une autre case du shonen neketsuesque, le signature move, la technique fétiche du héros. Alors certains diront sans doute que le signature move de Naruto c'est le Kage Bunshin, mais techniquement ce n'est pas vraiment une attaque. Non, un bon héros de shonen neketsuesque se doit d'avoir son attaque à lui, son Kamehameha à lui, Ichigo a son Getsuga Tensho, Yusuke Urameshi son Reigen, Seiya c'est Météore de Pégase, le Kamehameha de Naruto c'est le Rasengan. Il est d'ailleurs très intéressant de noter que les techniques fétiches de Naruto correspondent toujours ou presque toujours à un trait de sa personnalité ou un aspect de sa vie. Par exemple, le Kage Bunshin a une symbolique particulière parce que c'est sur cette technique de clonage qu'il se faisait systématiquement recaler à l'entrée de l'académie. Mais c'est aussi intéressant de voir que la principale souffrance de Naruto, c'est la solitude, et le premier pouvoir qu'on lui donne, c'est celui de se multiplier. Et le Rasengan, c'est un peu pareil. Bon, et concrètement, c'est quoi un Rasengan? C'est un tourbillon de chakra concentré en un seul point et qui est contenu sous une membrane. Le chakra dans Naruto est souvent une allégorie des émotions, donc le Rasengan pourrait être vu comme un tourbillon d'émotions concentré en un point, qui serait l'objectif de Naruto, et maintenu dans une membrane qui serait son esprit. Et il parvient à compléter la technique en utilisant un clone. Donc le Rasengan peut être compris comme suit. Pour devenir un ninja accompli, Naruto doit concentrer ses émotions vers son objectif sans que ça perturbe son esprit, et accepter l'aide des autres. Bon, il y a certainement de meilleures façons de le formuler, mais t'as compris l'idée. Tout ça pour dire que non seulement le Rasengan est une technique méga stylée, mais que surtout elle raconte quelque chose. Tout comme toute la séquence d'entraînement et toutes les séquences d'entraînement dans Naruto d'ailleurs. Naruto devra faire preuve de détermination, de persévérance, d'ingéniosité pour parvenir à maîtriser cette technique. Et il devra aussi prendre conscience de ses points faibles et de ses points forts. Voilà, donc Naruto, à l'issue de cet entraînement, va devenir un guerrier plus accompli, il va gagner en puissance, mais il va surtout évoluer en tant que personnage. Oi! Orochimaru! Bakada! Watashi ga Odaime Hokage da kara ne! Partie 3, la princesse Tsunade. Le personnage important de l'arc est bien évidemment Tsunade, la seule kunoichi parmi le trio de ninjas légendaires et futur 5e Hokage du village de Konoha. Plus grand ninja médecin du monde et combattante surpuissante, mais qui malgré ça, aussi une joueuse compulsive qui aime picoler et qui cache son véritable âge par pur narcissisme. Kishimoto fait ici à Tsunade un truc très courant dans les shonen neketsu de bonne aloi, une chose que j'appelle désacraliser le mythe. Quand on entend parler de Tsunade la première fois, on se dit waouh, quelle légende, son nom inspire le respect et l'admiration. Puis on la découvre sous un jour très peu flatteur. On apprend qu'on la surnomme le pigeon légendaire, tellement c'est facile de la plumer au jeu. Dans un premier temps, on met une certaine attente sur le personnage, puis on trompe cette attente. C'est un peu comme avec Muten Roshi ou Tortue Géniale lors de sa première apparition dans Dragon Ball. On s'attend à un vieux sage mystique, et la page d'après, il demande à voir la culotte de Bulma. Bah en fait, t'aurais pu appeler ça l'effet Tortue Géniale directement. En vrai, ça claque. C'est con que c'est pas toi qui décide. Je trouve que tu es extrêmement désagréable. L'effet Tortue Géniale, donc, fonctionne en deux temps. D'abord, on désacralise le mythe, puis on le resacralise de nouveau dans Dragon Ball. Lorsqu'on revoit Muten Roshi, il se change en gros balèze et détruit une montagne à coups de Kamehameha. Du coup, on comprend que c'est un vrai costaud de chez balèze, le gars il est pas là pour jouer. Dans le cas de Tsunade, on voit qu'elle a une giga force de bâtard et qu'elle va mettre une giga rouste à Orochimaru. La question que tu te poses sans doute est quel est l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle l'effet Tortue Géniale ou encore la désacralisation du mythe. Eh bien pour le comprendre, il faut se placer du point de vue du héros, ici Naruto.
Et j'explique tout ça en détail dans un chapitre de mon livre Manga Story consacré à l'étude des codes du shonen neketsu disponible dans toutes les librairies. Technique de chien, mais technique efficace. La passion. Oui. Un manga slash webtoon, un jeu de société, et maintenant un livre. Et qu'est-ce que sera la prochaine étape? Un porno. Quoi? Kishimoto nous introduit à Tsunade en lui donnant directement un arc de personnage plutôt intéressant en nous expliquant son passé. Passé évidemment marqué de plusieurs tragédies comme le veut la tradition dans Naruto. On rappelle la formule, flashback, tragédie, rédemption, formule que Kishimoto a principalement utilisée jusqu'ici sur des antagonistes. On pense à Zabuza et à Gaara. Cette fois, il nous présente pas un personnage qui a choisi la voie du mal pour mieux vivre sa souffrance et sa peine. Cette fois, c'est plus subtil. Tsunade a tenté d'échapper à sa peine en fuyant littéralement. Elle a choisi de ne pas choisir, elle a arrêté d'être un ninja de Konoha, mais elle n'en est pas devenue pour autant une ennemie. Je rappelle que Tsunade porte le deuil de son petit frère Nawaki, à qui elle a offert le pendentif du premier Hokage pour ses 12 ans, et qui s'est fait buter sur le champ de bataille le lendemain. Et aussi le deuil de son fiancé Dan, à qui elle avait offert le même pendentif et qui est mort aussi sur le champ de bataille. Et là franchement, je sais pas c'est quoi le plus glauque. Le fait que ce pendentif a très clairement l'air de porter la poisse mais d'un niveau violent, ou le fait qu'elle ait offert le pendentif de son frère mort à son nouveau petit copain. Bref, les deux personnes de qui elle porte le deuil avaient tous les deux la même ambition, celle de devenir Hokage, qui est, ai-je besoin de le rappeler, l'ambition également de Naruto. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Ce qui est intéressant avec Tsunade, c'est qu'elle essaye de fuir son passé et sa peine, mais que celle-ci la rattrape et ce faisant, elle se retrouve forcée à faire un choix que jusqu'ici elle refusait de faire. Laisser sa peine la détruire ou bien la dépasser pour en faire quelque chose de bien et rendre le monde meilleur. Ce choix est incarné par la proposition d'Orochimaru d'une part et par celle de Jiraiya de devenir Hokage d'autre part. En acceptant la proposition d'Orochimaru, elle retrouvera les deux personnes qu'elle aime le plus, mais elle exposera le monde et Konoha à la colère et la folie d'Orochimaru, ce qui fera d'elle une alliée objective du mal. Ou bien elle accepte de devenir Hokage, ne reverra jamais ses deux êtres aimés, mais s'efforcera de faire vivre leur mémoire en rendant le monde meilleur. Elle va choisir de devenir Hokage et ce choix lui sera inspiré par Naruto. Ce qui m'amène à un autre point que j'ai déjà évoqué dans les épisodes précédents et que je serai très certainement amené à évoquer de nouveau dans les futurs épisodes, je parle bien sûr du fameux parallélisme. En effet, Kishimoto use très souvent de parallélisme pour nous raconter ses histoires. C'était déjà le cas dans l'épisode précédent avec le parallèle entre Naruto et Gaara et leur parcours respectifs, et c'est encore le cas aujourd'hui avec Tsunade et les autres personnages. Mais il le fait de manière un peu différente, subtilement différente, d'ailleurs il use même de plusieurs parallélismes en parallèle. Ouais, le concept est chelou dit comme ça, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Premier parallélisme, nous l'avons évoqué il y a un instant, celui entre Nawaki, Dan et Naruto. Tous trois veulent devenir Hokage. Et en plus, Nawaki a la même tronche que Naruto. Alors ça, c'est un cliché que j'ai toujours trouvé super facile, de faire en sorte qu'un personnage ressemble physiquement à un autre décédé. Ça fait un peu gros sabot raccourci facile, on se prend pas la tête. Bref, Nawaki et Dan sont morts sans parvenir à atteindre leur objectif, ce qui a causé une perte de foi de Tsunade. C'est là que le défi qu'elle lance à Naruto et son entraînement au Rasengan prend une autre dimension. Naruto et elle parient qu'il ne parviendra pas à maîtriser le Rasengan en une semaine. L'enjeu pour Tsunade, c'est de se conforter dans l'idée que d'avoir un idéal est inutile, car irréalisable, et ne nous conduit qu'à notre perte. Je rappelle qu'à ce moment-là, elle est en plein doute suite à la proposition d'Orochimaru, et qu'il lui a laissé une semaine pour se décider. Le vrai enjeu est donc, si Naruto échoue, elle aura raison d'abandonner tout espoir et d'accepter l'offre d'Orochimaru, et que s'il réussit, elle aura raison de croire en l'avenir de nouveau. Alors certains me diront sans doute que Tsunade avait déjà choisi de ne pas soigner Orochimaru avant de voir que Naruto avait maîtrisé le Rasengan, ce qui est exact, mais c'est seulement quand elle a vu Naruto réussir le Rasengan qu'elle a décidé de devenir le 5e Hokage. Avant ça, son attention était sans doute de buter Orochimaru, puis de redisparaître dans la nature. C'est seulement lorsqu'elle a vu Naruto accomplir l'impossible qu'elle a retrouvé pleine foi en ses croyances, et qu'elle s'est dit qu'elle allait devenir Hokage pour perpétuer le rêve de Nawaki et Dan. Second parallélisme, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, avec Naruto, Sasuke et Sakura. Bon, ce parallèle me semble évident étant donné que les premiers vont devenir les mentors des seconds, mais selon moi, il est bien plus subtil que ça. Et je vais devoir m'avancer un tout petit peu dans l'histoire pour m'expliquer. Jiraiya, c'est le reflet de Naruto, ou vice versa. C'est un mec bien qui essaye de faire les bons choix mais qui n'est pas parvenu à empêcher son ami de s'égarer.
Orochimaru, reflet de Sasuke, qui a fait le choix du mal, et au milieu d'eux, nous avons Tsunade, qui n'a pas choisi le bien ou le mal, mais qui a fait le choix de la passivité, alors qu'elle avait le pouvoir de faire quelque chose. Et quel est l'autre personnage qui a fait le choix de la passivité? Sakura. Ce que je suis en train de te dire, d'essayer de t'expliquer, c'est qu'en fait la dynamique du trio légendaire était un foreshadowing de la dynamique de l'équipe 7, en fait. Oui. Troisième parallélisme, un parallèle se fait entre la situation de Tsunade et celle de Sasuke dans cet arc. Et pour expliquer ça, je vais devoir encore un petit peu m'avancer dans l'histoire, mais c'est pas grave. Tu vas sans doute me dire où qu'il est le parallèle. Eh bien selon moi, il se situe dans le fait que les deux personnages vont être soumis à un choix. Celui d'avancer malgré leur chagrin ou de laisser leur chagrin les consumer. Pour les deux personnages, cette peine qu'ils tentaient de fuir est ravivée par la visite inopinée de personnages issus de leur passé. Les deux personnages passent par la même épreuve. Ce qui fait la différence selon moi, c'est que Tsunade a la chance, entre guillemets, de n'avoir personne contre qui diriger sa peine. Donc c'est probablement plus facile pour elle de lâcher prise, de se libérer de ça. Alors que Sasuke a un bouc émissaire, un responsable de ce qu'il ressent. Passer à autre chose alors que le mec qui a détruit ta vie continue de se balader librement et qu'en plus il vient te narguer... Ah, tu m'étonnes qu'il passe du côté obscur, les gars. Bref, tout ça pour dire que le personnage de Tsunade est parfaitement introduit et que son personnage, son histoire, raconte quelque chose de réellement très important pour le manga Naruto. Partie 4, les 3 ninjas légendaires. Bon, il faut quand même que j'accorde quelques instants de vidéo au formidable combat Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Oui. Autant on connaissait le niveau d'Orochimaru, autant on découvre que Tsunade envoie du pâté et que Jiraiya, même drogué, est vraiment un gros calibre. On se dit que même à son prime, Orochimaru n'aurait eu aucune chance de victoire si les deux autres avaient été présents au moment de l'attaque de Konoha. C'est aussi un indicateur du niveau que Naruto doit pouvoir au moins égaler pour devenir Hokage, et pour le moment il en est très loin. En revanche, son combat contre Kabuto témoigne d'une sacrée évolution, et ce premier Rasengan réussi fait partie des scènes cultes du manga. Toute cette séquence d'action nous montre aussi que les combats de Naruto sont en voie de Dragon Ballisation, dans le sens où on quitte peu à peu le côté tactique et discret du ninja traditionnel pour partir sur du déferlement de puissance démesuré et du dégât à grande échelle. Ça n'empêche au baston de cet arc de nous offrir des techniques plus subtiles, notamment avec le ninjutsu médical utilisé par Tsunade et Kabuto qui se balancent des attaques d'une précision chirurgicale. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet arc à la recherche de Tsunade, qui était un arc palpitant, très bien écrit, très intéressant, bref c'était du très bon Naruto. Et je trouve personnellement dommage que cet arc soit un peu sous-estimé, parce qu'il est vraiment très réussi de mon point de vue. Et en plus il est même souvent oublié au profit de l'arc suivant, l'arc de la récupération de Sasuke. Mais ça, nous en reparlerons lors du prochain épisode. Oui. Ah bah j'espère qu'on devra pas encore attendre 2 ans. Hein. Bah ça va dépendre du nombre de vues, du nombre de commentaires, du nombre de pouces bleus. Parce que plus il y en aura, moins j'aurai la flemme. Ouais, Naruto, c'est la vie. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?